Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont permis ici d'atteindre 5% de notre objectif. Donc, l'objectif par rapport au projet est en description de la vidéo ou bien le projet en lui-même. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé déjà, tous ceux qui pensent le faire également. Et pour ceux qui sont encore indécis, vous pouvez me poser vos questions dans le groupe School. Et j'aurais juste une chose à vous dire, permettez-nous de bâtir une communauté basée sur le stock picking fait sérieusement en se posant les bonnes questions. Ok? De toutes les façons, je vous ai mis une très belle vidéo en description de la vidéo, enfin de celle-ci d'ailleurs, et ainsi que toutes les autres également. Enfin, la vidéo en question, le volume n'est pas très élevé, donc pardonnez-moi par rapport à ça, mais je l'ai tourné juste comme ça, à la va-vite. Bref, on va le laisser de côté. Donc, de toutes les façons, tout ce qui est important est en description de la vidéo. Alors, cela ne veut pas dire que ce dont on va parler ici aujourd'hui n'est pas important, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de 3 entreprises. Pas une seule, 3 entreprises. Donc, on y va assez rapidement. Alors, il y a des événements qui, sur le moment, paraissent anodins, parce qu'ils s'inscrivent dans une tendance que tout le monde connaissait déjà. Puis, avec un peu de recul, on réalise qu'ils marquent un basculement. Le 4 mai 2026, Amazon a officiellement ouvert son réseau logistique à l'ensemble des entreprises qui existent dans ce monde, sous la bannière Amazon Supply Chain Services, proposant des capacités de fret, de distribution, d'entreposage et d'expédition de colis, ce qu'elle faisait déjà d'ailleurs, mais uniquement pour les personnes qui vendaient sur la plateforme Amazon. Maintenant, Amazon se transforme en on va le voir tantôt tout à l'heure. Procter & Gamble est troisième figure parmi les premiers clients annoncés. Et ce n'est pas des petites entreprises. Donc, pour qui suivait ce dossier de loin, cela ressemble à un simple élargissement des activités d'Amazon. Comme d'habitude, Amazon, on a commencé avec le e-commerce, mais on commence à faire un peu de tout. Et ce que j'adore sur cette compagnie, c'est qu'ils n'ont pas froid aux yeux. D'accord? Ils essayent. Quitte à échouer, au moins, ils essayent. On a essayé avec AWS, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'elle réussit toujours à faire... Enfin, bref, on arrivera tantôt. Ça sera le mot de la fin. Je suis un peu allé très rapidement ici. Mais bref. Donc, pour qui suivait ce dossier de loin, cela ressemble à un simple élargissement des activités d'Amazon. Pour qui comprend la structure de l'industrie de la livraison express, c'est une toute autre histoire. Alors, pour saisir pourquoi cette annonce change les règles du jeu, il faut d'abord comprendre comment UPS et FedEx ont construit leur stratégie de croissance ces dernières années. Les deux géants de transport express ont été confrontés à une situation sans issue évidente. Amazon, leur plus gros client historique, est progressivement devenu leur concurrent le plus redoutable sur le marché résidentiel. Plutôt que de s'épuiser à défendre un terrain où Amazon investissait massivement dans sa propre infrastructure de livraison, les deux opérateurs ont pivoté vers ce que l'industrie appelle le segment B2B, c'est-à-dire les livraisons entre entreprises. Donc, d'entreprise en entreprise, donc on va le dire comme ça. Donc, les expéditions industrielles, les flux logistiques complexes que les grandes organisations externalisent à des spécialistes. Donc, ce segment est moins visible que la livraison de colis aux particuliers, mais il est souvent plus rentable, plus stable et historiquement bien moins exposé à la concurrence directe d'Amazon. C'est précisément ce refuge qu'Amazon vient d'attaquer. Donc, la station d'UPS mérite une attention particulière parce qu'elle cumule 2 pressions simultanées qui se renforcent mutuellement. D'un côté, UPS est en train de réduire volontairement son partenariat avec Amazon de 50% d'ici la mi-2026, donc une décision destinée à améliorer ses marges en se concentrant sur des clients jugés plus rentables. Attention, je ne dis pas qu'Amazon représente 50%, je suis en train de dire ici qu'elle va réduire sa dépendance à Amazon de 50%. Donc, ce sera 50% moins élevé. OK? Premier élément. Alors, comment on appelle ça? Il faut se dire ici que la raison pour laquelle ça pourrait améliorer les marges, c'est parce qu'Amazon étant un gros client, je vous ai toujours dit quoi? On analyse une compagnie 4 dimensions. Opérationnelle, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses concurrents, vis-à-vis de ses fournisseurs. Amazon était un client qui devient un concurrent. Et était un client qui était assez gros. Et quand je suis assez gros, ça veut dire que tu dépends de moi. Ça veut dire que je peux faire quoi? Te demander de baisser les prix. Parce que je te donne quoi? Du volume. Et Amazon, ils ont toujours demandé à ce que l'entreprise réduise de plus en plus les prix par colis. À un moment donné, c'était intenable. D'où le fait on mentionne ici que
Le fait de réduire de 50% la dépendance à Amazon, ça nous permettra peut-être ici d'améliorer les marges. Cette décision-là, c'est pour améliorer les marges en se concentrant sur les clients jugés plus rentables. Parce qu'Amazon, ce n'est pas qu'Amazon n'est pas rentable, mais il faut expédier énormément en termes de volume pour que ce soit rentable pour nous. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu le monde de la logistique, les amis, c'est un business à coût fixe très élevé. Donc, de l'autre, cette réduction signifie que ces volumes globaux diminuent et que ces coûts fixes, donc l'ensemble des camions, entrepôts, chauffeurs et infrastructures nécessaires pour faire fonctionner un réseau national, sont désormais repartis sur une base d'activité plus réduite. Pour comprendre à peu près l'effet concret, alors, imaginez un restaurant qui décide de fermer le midi pour ne servir que le soir. Les charges de loyer, de personnel et d'équipement restent les mêmes, mais elles sont absorbées par moitié moins de couverts, sous réserve que la distribution de couverts soit à peu près la même à midi par rapport au soir. Donc, si on fait à peu près 100 clients par jour et qu'il y a 50 à midi, 50 le soir, si on choisit juste d'ouvrir le soir, en réalité, on assume toujours les charges qui, elles, sont fixes. Le loyer ne vous attend, votre propriétaire ne veut rien savoir de si vous vendez à midi ou le soir. Le loyer, c'est au mois. D'accord? Donc, c'est mécaniquement ce qui se produit chez UPS. Chaque colis livré coûte proportionnellement plus cher à traiter, ce qui crée une pression sur les marges que seule une croissance de volume B2B pourrait compenser. Or, c'est exactement ce segment qu'Amazon vient de menacer ou bien est en train de fragiliser. Alors, FedEx se trouve dans une situation ou une position différente, mais pas nécessairement plus rassurante. Les marchés avaient accordé à FedEx jusqu'à récemment une prime de confiance par rapport à UPS, reflétant une perception favorable de son positionnement B2B. Cette relation s'est inversée en novembre 2025, là où UPS négociait historiquement avec une prime de 14,9% par rapport à FedEx en moyenne sur 3 ans. Il affiche aujourd'hui une décote de 23,5% au 1er mai 2026. Sans entrer dans les détails en termes de valorisation, cette inversion est un signal que les marchés avaient commencé à intégrer la fragilité croissante d'UPS avant même l'annonce du 4 mai. Je vous ai toujours dit que si vous dépendez énormément d'un client, votre niveau de multiple va avoir tendance à être sous pression parce que ce client-là, du jour au lendemain, si vous le perdez ou bien si vous demandez de réduire les coûts, excusez-moi, ça va être compliqué pour vous. C'est pour ça que la concentration au niveau de la clientèle est très importante. Si vous avez un client qui pourrait devenir un concurrent demain, il faut également le remarquer maintenant et donc payer un prix qui prend en considération ce potentiel risque-là, même s'il ne s'est pas encore matérialisé. Votre travail en tant qu'investisseur, c'est d'acheter ce à quoi pourrait ressembler l'entreprise demain. OK? Mais l'entrée d'Amazon dans le B2B pose maintenant une question légitime sur FedEx aussi. Si l'avantage concurrentiel B2B des deux opérateurs est simultanément menacé, les hypothèses sur lesquelles reposait leur trajectoire de croissance doivent être reconsidérées. C'est ici que l'investisseur débutant doit apprendre à distinguer deux types de risques que l'on confond souvent. Il y a le risque conjoncturel, celui d'un trimestre difficile lié à un contexte macroéconomique défavorable, et il y a le risque structurel, celui d'un changement durable dans les règles de la concurrence. Conjoncturel, c'est peut-être les bisbilles au Moyen-Orient. Structurel, c'est peut-être si le fait que les gens consomment de moins en moins de cigarettes. OK? Donc, c'est deux éléments qu'il faut toujours étudier. Et donc, quand on regarde la croissance, on se pose toujours la question de savoir quelle est la partie qui est structurelle, quelle est la partie qui est conjoncturelle. Cette question-là, les amis, retenez-la. C'est très important. OK? C'est très, très important. Donc, l'entrée d'Amazon dans la logistique B2B appartient clairement à la seconde catégorie. Amazon a construit en moins de 10 ans l'un des réseaux de livraison les plus sophistiqués et les mieux capitalisés du monde. Il dispose déjà de l'infrastructure physique, des données clients, des relations commerciales avec des milliers d'entreprises et de l'échelle nécessaire ou bien l'envergure nécessaire pour proposer des tarifs compétitifs dès le premier jour. Pour UPS et FedEx, se retrouver en concurrence frontale avec un tel acteur sur leur dernier refuge stratégique représente une menace d'une autre nature qualitativement différente de tout ce qu'ils ont affronté auparavant. Donc, ce que ce cas enseigne à l'investisseur, parce que oui, il y a toujours une leçon à tirer en date d'aujourd'hui, qu'il soit débutant ou expérimenté, est une leçon fondamentale sur la solidité d'un avantage concurrentiel. Est-ce qu'il est en expansion? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est en déclin? Et pourquoi?
UPS et FedEx ont construit des atouts réels, une infrastructure développée sur des décennies, des marques reconnues, des relations clients profondes et des contrats pluriannuels. Mais un avantage concurrentiel n'est jamais définitif. Il tient tant que les barrières à l'entrée restent trop élevées pour que les concurrents potentiels les franchissent. Quand un acteur dispose déjà de l'infrastructure, des clients et du capital pour entrer sur votre marché sans avoir à tout reconstruire de zéro, ces barrières s'effondrent plus vite que prévu. Regardez Meta. Je vous ai toujours dit que Meta peut faire quelque chose qu'elle ne fait pas encore aujourd'hui. Meta peut devenir YouTube. Oui, Meta peut faire la même chose que YouTube. Et le fait déjà d'ailleurs, mais sauf qu'on n'a pas encore cette classification-là qu'on a sur YouTube. Donc vous voyez que voilà un marché potentiel qui existe, qui est sous-utilisé. Même si techniquement, derrière ça, en termes de publicité sur les vidéos, ça existe déjà. Mais il pourrait faire mieux. YouTube peut devenir un concurrent à Netflix comme Meta peut devenir un concurrent à Netflix. Oui, les amis, c'est visible aujourd'hui. Là, c'est visible aujourd'hui. L'infrastructure est là. Le business model existe déjà, mais l'entreprise ne le fait pas encore. Donc, la prochaine fois que vous analyserez une entreprise dont la thèse d'investissement repose sur l'absence d'un concurrent spécifique dans son segment clé, posez-vous sérieusement cette question. Qu'est-ce qui empêche réellement cet acteur d'entrer sur ce marché demain matin? Qu'est-ce qui empêche YouTube de rentrer sur le marché de Netflix demain matin? Qu'est-ce qui empêche Meta de devenir un Amazon demain matin? Qu'est-ce qui empêche Shopify de rentrer sur un business un peu comme... Parce que Shopify, on la néglige souvent. Hein. C'est une très belle entreprise d'ailleurs. Parce qu'il faudrait même d'ailleurs qu'on étudie ici. Bref, laissons d'abord Shopify de côté ici parce que ça pourrait mériter une vidéo de manière générale. Bref, vous comprenez ce que je veux dire aujourd'hui. Maintenant, allons étudier UPS et FedEx en prenant en considération l'analyse dans l'ancien monde. J'achète cette entreprise parce qu'elle verse un dividende depuis 400 ans, son dividende augmente, blablabla. Vous connaissez cette chanson, n'est-ce pas? Regardez cette compagnie. Elle est menacée. Donc, elle a choisi littéralement de ne plus faire affaire, de baisser son volume d'affaires avec Amazon parce qu'Amazon devient un concurrent. Et je rappelle que FedEx l'a fait depuis très longtemps. FedEx représentait également était un gros fournisseur d'Amazon. Enfin, Amazon était un gros client de FedEx. Mais FedEx, vu qu'Amazon devait demander des prix de plus en plus bas, FedEx a demandé à juste décider de ne plus faire affaire avec Amazon. Bien, à réduire son volume d'affaires avec Amazon. Parce que Amazon va toujours demander un prix de plus en plus bas. OK? Donc maintenant, on doit étudier FedEx, UPS. UPS, en date d'aujourd'hui, est menacé sur son segment qui était considéré comme celui le plus en croissance. Et quand je parle de Amazon, quand il rentre dans ce segment-là, Amazon également, il faut se dire ici que toutes les entreprises dans le domaine ici de la logistique vont avoir tendance à souffrir. Pourraient avoir tendance à souffrir sur le court terme en termes de prix de l'action. Mais ça ne veut pas dire qu'Amazon va réussir. Ne l'oubliez pas, parce qu'Amazon échoue également. Rappelez-vous du Fire Phone ou bien de la tablette Fire. Donc, Amazon ne réussit pas dans tous les segments dans lesquels elle choisit rentrer. Mais quand Amazon rentre quelque part, le marché panique généralement. Mais Amazon, quand on parle de logistique, est-ce que, selon vous, Amazon, c'est juste naturel, c'est normal, on se pose même la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait depuis longtemps? Amazon contrôle la logistique, en tout cas la grosse partie de sa logistique, son réseau logistique, parce qu'Amazon ne veut pas dépendre d'une autre entité. Et maintenant, vu qu'elle est déjà bien à l'aise, ça devient même un marché potentiel, ça pourrait rapporter des milliards. Parce qu'Amazon le fait déjà de manière générale sur son segment e-commerce. Et je vous dis que le segment e-commerce est divisé en deux éléments. Vous avez le 1P et le 3P. OK? Donc, sur sa partie 3P, je pense qu'Amazon testait déjà ce type de service-là. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont échouer ou bien ils vont réussir, mais ça va mettre une pression supplémentaire sur UPS et FedEx parce qu'Amazon, techniquement, n'a rien à perdre et tout à gagner. Donc, peut arriver dès le début et vous proposer des prix extrêmement bas. Juste pour mettre à genoux les concurrents. Donc, maintenant, en termes de valorisation, comment est-ce qu'on va valoriser ce genre de business? Déjà, premièrement, vu les problématiques actuelles, ceux qui ont investi cette compagnie par rapport au dividende, le jour où vous allez entendre qu'elle a réduit son dividende ou bien coupé le dividende, ne soyez pas surpris parce que c'est ce qu'elle doit faire présentement. Vu les chiffres actuels, les attentes, c'est compliqué.
parce que le CAPEX va être de plus en plus élevé. Ça, c'est UPS. Je vais revenir au niveau de la valorisation, les amis. C'est pour ça que je dis les chiffres, c'est bien, mais les chiffres ne vous racontent rien si vous n'allez pas au-delà des chiffres et si vous n'analysez pas la compagnie du point de vue client, fournisseur, concurrent et par rapport à elle-même. Donc, quand on regarde ici les free cash flow de FedEx, par rapport aux dividendes, vous voyez qu'ils ont les moyens de distribuer ce dividende. Maintenant, au niveau de l'évaluation, moi, je vais faire simple. 15 fois les cash flows opérationnels. OK? 15 fois les cash flows opérationnels, cette compagnie pourrait les mériter. Maintenant, lesquels? Le marché s'attend à des cash flows de plus en plus élevés, etc. Soit tant mieux. Bon, admettons que ça se réalise parce que ici, 50% ici d'erreur, c'est compliqué. Donc, prenons à peu près ce qu'ils ont déjà eu dans le passé 2021. Il y a de fortes chances que ça dépasse à peu près les $37 d'operating cash flow par action. Tant mieux si ça arrive. Mais je prends ça à 15 fois les bénéfices, 15 fois les cash flow opérationnels, ça fait à peu près $568 l'action. 568 moins la dette nette. Ça, c'est FedEx, c'est 568 moins la dette nette. 568 quarterly. Ça nous donne 568 moins 126. Donc, 5, 6, 8 moins 126, ça nous donne ici aux alentours de $442. Donc, on se dira, FedEx, ça peut être intéressant au prix actuel. Et donc, je viens dans ma watchlist, je vais aller taper FedEx. OK, on prend ça. Est-ce qu'elle fait partie de ma watchlist d'abord? Je vais vérifier ça. Est-ce que FedEx fait partie de la watchlist? Non, elle ne fait pas partie de la watchlist. Mais j'en ai besoin pour faire à peu près, de toutes les manières, pour généralement parler de ce secteur d'activité. Donc, je vais la mettre ici. Ce n'est pas parce que c'est un business extraordinaire. De toute façon, il y a de fortes chances que je n'y investisse presque jamais, sauf si on vient me proposer un prix correspondant aux actifs tangibles nets ou bien tellement bas par rapport à ce que l'entreprise pourrait générer en moyenne par an. Donc, techniquement, en termes de book value, aux alentours de $100, tangible book value, bien sûr. Donc, ce n'est pas le débat ici. Je viens là, je prends le target price. Après, on va analyser, on va faire quantitativement Amazon et UPS. Donc, FedEx, c'est FE, FedEx, voilà. FedEx, où est-ce que tu te trouves? Federal Express. Je viens juste de la rajouter. OK, donc je mets combien ici? Donc, le target price est situé à 442. Donc, FedEx, 442. Parfait. Bim, boum, validé. Et on met la date d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, passons sur UPS. On va faire la même chose. OK? On va sur UPS. On met tech, boum. UPS arrive. UPS, je prends les cash flows opérationnels, pas plus que 15 fois les cash flows opérationnels pour cette compagnie. On a une dette nette sur EBITDA de combien? À peu près $27. OK, c'est parfait. $27. On a quoi en termes de cash flow opérationnel? $27. Alors, ici, il y a trop de... Je vais normaliser. Donc, je viens ici. Je pourrais normaliser ces Coifin également. Hein. Et puis, d'ailleurs, on va le faire ici. Hein. UPS. OK. UPS. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. UPS, on fait ça. Donc, en termes de cash flow opérationnel, ici, au niveau de UPS, on fait ceci. On prend les cash flows opérationnels sur plusieurs années. On normalise ces résultats-là sur les 10 dernières années. Ça donne à peu près 9 milliards 800. Donc, disons 9 milliards 800 ici. Et on regarde également les cash flows opérationnels. Est-ce qu'on s'attend à plus sur les années à venir? N plus 3, on s'attend à peu près à 10 milliards. Donc, 9 milliards 800, c'est possible. Même si aujourd'hui, sur les 12 derniers mois, c'est 8 milliards 400. Donc, 9 milliards 800, on l'identifie. Mais n'oubliez pas également que les cash flows opérationnels, les attentes diminuent de plus en plus. On était à 17 milliards en 2025. Donc, si vous avez pris à peu près ce raisonnement en 2025, vous aurez surévalué cette compagnie. Attention, parce qu'entre-temps, vu que les attentes ne se sont pas réalisées, sont de plus en plus bas, les attentes sont de plus en plus réduites en date d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous dirais, prenez la médiane sur les 20 dernières années, mais je prendrai les 10 dernières années ici, d'accord? Donc, on est même un peu gentil avec cette compagnie. D'accord? À 15 fois les cash flows, bien sûr, moins la dette nette. On a une dette nette de combien par action? On prend ça. Dette nette, ça nous donne combien? Ça nous donne aux alentours ici de 23 milliards. Moi, j'arrondis, bien sûr. On ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins top aussi. Ça fait 124 millions divisé par le nombre d'actions. Nombre d'actions ici, nous avons combien? Aux alentours ici de... en termes de nombre d'actions. Donc, on va prendre 850 millions d'actions. Donc, comme ceci, divisé par 0.850, ça donne à peu près une valeur à $145. Ça sera mon target price. Je suis assez gentil, même si on sait que ça va être de plus en plus compliqué. Mais idéalement, si vous voulez me savoir, je pourrais prendre, je n'achèterai pas cette compagnie avant les 7 points, avant à peu près un prix pareil. Donc, je prendrai ceci, moins 23 divisé par 0.850, donc en dessous des $100. Ça sera mon prix. OK? Ça sera mon prix. Donc,
Parce que la pression est de plus en plus élevée. Un concurrent vient de rentrer sur le marché. Je ne sais pas s'il va faire une concurrence par les prix, mais c'est un concurrent qui n'a rien à perdre de manière générale. Donc, pourrait mettre une pression sur ce genre d'entreprise. Prendre 9 milliards 800, c'est peut-être assez prétentieux. Et encore, je vais me situer aux alentours d'une centaine de dollars. Je dirais que l'entreprise est correctement évaluée ici si on ne prend pas en considération une éventuelle croissance ni quoi que ce soit. Donc, à entrer au prix actuel, on ne surpaye pas. Mais sous condition qu'elle puisse maintenir ses marges stables, maintenir des cash flows opérationnels d'au moins 7 milliards 300. Au moins, au minimum. Et c'est quelque chose qu'elle a eu tendance à faire sur les 20 dernières années. OK? Est-ce que c'est possible sur les 20 prochaines années, les 5 prochaines années? Je n'en sais strictement rien. Donc, en fait, pour FedEx, je dirais que oui, c'est correctement évalué, mais on a été assez conservateur par rapport à la valorisation globale. OK? Donc, ça pourrait même être bien plus élevé que ça. Mais FedEx également a d'autres problèmes. Et on ne les a pas encore mentionnés en date d'aujourd'hui. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi est-ce que je valorise cette compagnie à ce niveau. Donc, je vais peut-être en parler dans une autre vidéo et ça concerne les employés de FedEx. Bref, je vais y revenir dessus sur les mois à venir. Donc, on cherche ici le U pour UPS. UPS, Union Parcel Services. On va mettre ici une centaine de dollars. Donc, on va nous dire que c'est correctement évalué ici aujourd'hui. Tant mieux. Mais vous savez pourquoi est-ce que je dis correctement évalué. Donc, passer plus de temps à apprendre un peu plus le business. Pourquoi est-ce qu'Amazon pourrait échouer? Oui, c'est important d'aller regarder parce que, excusez-moi, FedEx et UPS ne sont pas les seules entreprises dans ce monde, dans ce business, d'accord? Donc, il y a des concurrents. Vous avez les DHL. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'Amazon va réussir. Donc, si vous détenez... Mais pour moi, UPS ne doit pas garder ce dividende. Ils doivent le couper. Parce que la situation est compliquée en date d'aujourd'hui. On est en mode, pas survie, mais on n'est pas loin. Donc, le dividende, à ce niveau-ci, je pense qu'il doit être coupé. Donc, pour moi, tant que UPS n'a pas réduit ce dividende-là, je ne rentre pas dans cette position. Donc, vous voyez qu'on n'a pas besoin de regarder le dividende en croissant depuis 400 ans, machin, truc. Non. Le problème, on paye le dividende avec les free cash flow. Et aujourd'hui, la dépense en capex est assez élevée, donc il faut investir. Vous voyez, UPS a assez de cash, même après avoir payé le dividende. FedEx plutôt. Qu'est-ce que UPS fait? L'année 2025, ils ont payé plus en dividende qu'ils n'ont reçu en free cash flow. Et l'année 2026, tout ce qu'ils vont avoir tendance à générer en free cash flow va passer dans le dividende. Et ils ont de la dette. Je ne dis pas qu'ils sont très endettés, parce que la dette, on l'étudie de plusieurs façons. Il faut l'étudier en profondeur. Donc, taux d'intérêt, sécurisé, non sécurisé. Bref, vous connaissez la chanson pour les anciens. Donc, faites attention avec ces deux entreprises. Maintenant, si on parle d'Amazon, la dernière valorisation. Je rappelle ici qu'Amazon, je la regarde avec des lunettes roses. Donc, Amazon, pour moi, est un business sous-évalué en date d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'Amazon, si on prend la même valorisation, 15 fois les cash flows opérationnels, d'accord? Oui. Pour ceux qui me demandent, mais pourquoi 15 fois les cash flows opérationnels? J'ai déjà parlé du livre, également le lien sur Guru Focus. Vous pouvez aller voir ces éléments-là et vous comparer sur une longue période sur les entreprises qui exercent dans cette même industrie. Amazon, cash flow opérationnel, ils ont tendance, 70% du temps ici, ils ont raison, mais attention, quand on regarde 70% du temps, quand est-ce qu'ils se sont trompés? Parce que oui, si c'était pendant la pandémie, etc., c'est peut-être compréhensible. Ah oui, pandémie, donc, et en plus, la marge d'erreur est aux alentours de c'est 25% par 22, 42, 26. Donc, c'est correct. Avant ça, c'est très rare qu'ils se trompent. Donc, si les 10 dernières années, ils se sont trompés 3 fois et successivement. Et là, on parle de pandémie, littéralement. OK? Donc, après la pandémie, etc., il y avait sans doute ici beaucoup de BFR, ce genre de choses-là. Donc, je prendrais 15 fois les cash flows opérationnels de 2028. Ça fait 416 dollars. Mais pour celui qui va être prudent, va se dire, OK, je ne paye pas plus de 15 fois les cash flows opérationnels de l'année en cours. D'accord? Vu qu'elle semble... il y a de fortes chances qu'Amazon connaisse une belle année. 2026. Et comme vous pouvez le voir ici, les attentes en eux-mêmes par rapport au cash flow opérationnel augmentent de plus en plus. 16,98, pour 21,05, 21,83, 26,39, 27,74. Donc, c'est plutôt positif globalement. Il y a énormément d'analyses sur le dossier. Donc, pas que la marge d'erreur est très peu élevée, mais voilà. Le volume est assez conséquent pour se dire que les attentes sont assez robustes ici, les estimations. OK? Mais ça reste quoi? Une estimation. Donc, je me base ici. C'est pour ça que je dis que moi, je regarde le monde avec le net rose sur Amazon. 416 dollars l'action, moins la dette nette. 416
Moi, la dette nette, ici, on a une dette nette de combien? 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, dette nette de 7, ça sert à rien, $416 l'action, ce sera mon target price sur Amazon. Et là, je viens là dans ma watchlist, je vais sur Amazon, avec le M, Amazon. Où es-tu passé? Amazon, Altria, Amcor. Oh, c'est bizarre. Ah, il est là. C'est ça. 416. Avant, c'était 395. Voilà. Donc, Amazon, matin, midi et soir. Ce n'est pas juste une affaire quantitative, hein. Regardez également ce business en profondeur. Amazon, je ne sais pas pour vous, hein, vous n'avez pas du Amazon en portefeuille, je ne sais pas ce que vous faites dans vos vies. Okay? Vous avez une entreprise pareille qui vous regarde, qui peut faire plusieurs choses, qui arrive à dominer certains segments d'activité qui sont pas mal dans son cœur de métier d'origine. C'est un business qui est également... Enfin, voilà. Comme je l'ai dit, je regarde le monde avec les lunettes roses quand je parle d'Amazon, donc mon raisonnement peut être que biaisé. Achetez parce que vous comprenez et achetez parce que vous pensez que c'est sous-évalué. Moi, je pense que c'est sous-évalué, mais ça, ce n'est que mon avis. Et je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. C'est votre argent, donc faites le travail nécessaire. Faites du stock picking sérieusement, c'est se poser des bonnes questions. Donc, n'oubliez pas, en description de la vidéo, ici, vous avez le lien pour ceux qui veulent participer à notre projet. Même pas soutenir, participer parce que vous gagnez quelque chose derrière. Attention, non seulement maintenant, mais également après. Ceux qui réfléchissent à nous rejoindre dans les semaines à venir, merci déjà à vous. Et ceux qui sont encore indécis et qui ont des questions, vous avez le groupe School pour ça. Posez-moi toutes vos questions par rapport au fameux projet, etc. Et comme je l'ai dit, je m'excuse par rapport à la vidéo qui accompagne voilà, l'explication de la raison d'être, etc. Donc, c'est parce que le son n'est pas assez élevé, parce que je l'ai tourné comme ça en live, voilà, instinctivement, sans prendre en considération. Il n'y a pas de script. Donc, je parle avec mon cœur de manière générale. Bref. Je vous ai demandé une chose, de me permettre de gagner du temps. J'ai bien dit gagner du temps. Bref, tout est en description de la vidéo. UPS, FedEx, vous tirez les conclusions nécessaires. FedEx, UPS, si vous avez du UPS en portefeuille, les amis, pardon, analysez la compagnie en profondeur, s'il vous plaît. FedEx, ça pourrait aller pour le moment. Et Amazon ici, bon, ça va très très bien. C'est encore sous-évalué en date d'aujourd'hui. OK? Et là, on va revenir sur un élément que j'aimerais mentionner ici. Et c'est la réponse à un commentaire que j'ai vu. Voilà, j'aime bien. Peut-être que je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais le commentaire était simple. OK? Il me mentionnait ceci. Il me disait que Amazon, au prix actuel, enfin, non pas Amazon, je parle ici, il m'a parlé du PRU. En fait, je vais peut-être revenir, je vais le retrouver ici. Mais voilà, il disait ceci. Merci à toi, toujours très cohérent tes vidéos et on comprend le concept. Donc, cela dit, très provocateur. Le PRU reflète une valeur à un moment donné. On ne peut pas dire qu'on s'en fout du PRU car quelle que soit notre conviction sur une boîte, une bonne valeur reflète une bonne marge de sécurité. Ok, Samy, je pense que tu ne m'as pas compris. Quand je parle de PRU, c'est dans l'optique où tu te poses la question de savoir est-ce que j'ajoute ou bien est-ce que je vends? Alors que regarde, je détiens du Amazon. Mon PRU est plus bas que le prix actuel. Mais quand je décide d'acheter Amazon, je m'en fous d'augmenter mon PRU parce que si je l'achète au prix actuel, mon PRU va littéralement augmenter. Ça ne me dérange pas parce que je regarde Amazon comme si je ne la détenais pas. Donc, je me pose la question de savoir, j'ai du cash aujourd'hui, est-ce qu'Amazon, même si je ne la détenais pas, est-ce que c'est une entreprise sur laquelle j'aurais investi au prix actuel? C'est tout. Et donc, la valorisation, c'est important pour nous, ne l'oublie pas. C'est très important pour nous. Par rapport à la valeur, on essaiera de déterminer est-ce qu'on a une marge de sécurité. Donc, attention, PRU concerne uniquement, oui, j'ai acheté bien avant. Et on sous-entend que quand tu l'as acheté avant, c'est parce que le prix était bas. Aujourd'hui, le prix est plus élevé que ton PRU initial, mais on parle toujours de valorisation. Donc, je pense qu'on ne s'est pas compris dans ce concept-là. Le PLG, je vais revenir dessus parce que je pense que c'est une métrique qui ne sert strictement à rien du tout. D'accord? Et il faudrait même l'ajuster de manière générale parce que la façon dont on le raconte, je peux te montrer à quel moment le PEG peut te raconter des conneries. Donc, faites très attention à cette métrique-là. Moi, je ne l'utilise pas. Comme le ROIC, c'est bien, mais il faut toujours nuancer. Le PER également, c'est bien, mais il faut toujours nuancer. Donc, moi, j'ai ma façon d'utiliser tous ces différents éléments. Quand je dis à quelqu'un que je ne paye pas 25 fois les bénéfices, il me prend pour un fou. Mais je sais pourquoi je ne paye pas 25 fois les bénéfices. Donc, quand une entreprise s'échange à 40 fois les bénéfices depuis 400 ans, je ne paierai pas 40 fois les bénéfices. Voilà.
aussi simple que ça. Je paye grand max 25. Et encore, ça dépend de la qualité du business en lui-même. Et quand on parle de qualité, il y a énormément de questions à poser. Voilà, ça c'était ma conclusion en date d'aujourd'hui. Merci à ceux qui vont nous rejoindre. Courage à ceux qui hésitent encore. Vous avez le lien pour poser vos questions ici. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Amazon, matin, midi et soir. UPS, tremblez un tout petit peu parce que UPS n'est pas sorti de l'auberge. De toute façon, je ferai des vidéos individuelles sur certaines de ces entreprises-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci, au revoir.